Je voulais vous remercier, Monsieur le Président, et vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette session intergouvernementale et vous dire mon émotion pour prendre la parole pour la deuxième année consécutive devant cette très belle assemblée qui m'impressionne énormément. Je voudrais, à l'aube d'un nouveau chantier international, tout d'abord exprimer la gratitude aux États qui, depuis le départ, se sont engagés à construire des compromis raisonnables autour de cette question des grandes sociétés et des droits humains. Je voudrais saluer les États pionniers, mais je voudrais surtout saluer le courage, l'engagement, l'abnégation des associations, des syndicats, des organisations gouvernementales qui, partout sur la planète, se mobilisent pour réconcilier notre économie avec les droits humains. Enfin, je voudrais saluer avec beaucoup de force les entreprises pionnières et celles qui auront raison au XXIe siècle, les entreprises qui dessinent la nouvelle figure de l'économie du monde à venir et qui d'ores et déjà, sur tous les continents, ont entrepris de faire du respect des droits humains et de l'environnement un des éléments clés de leur réussite et de leur entreprise. Notre génération a une tâche historique à remplir. Cette tâche, c'est de nous affranchir d'une forme d'idolâtrie du marché, de ces gaspillages, de ces pillages, et de retrouver une forme d'économie humaine et au service de l'homme. Nous pouvons regarder avec fierté l'évolution des consciences ces derniers mois, ces dernières années. Désormais, l'environnement est partie intégrante des droits humains. Désormais, la conscience n'a jamais été aussi aiguë de l'immense fragilité à la fois de notre maison commune, la Terre, de notre écosystème, mais également de la dignité humaine qui est menacée sous des formes multiples et pas seulement par la misère matérielle. Cette double fragilité doit trouver une même solution. J'ai l'intime conviction, je crois que nous sommes nombreux à avoir l'intime conviction, Monsieur le Président, que la question de la dignité humaine et de la question de la survie de notre planète sont un seul et même combat. Et nous savons tous désormais l'interdépendance qui nous lie et les enjeux de paix et de violence qui découlent du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Nous devons désormais délibérer et avancer vers des solutions novatrices qui actent cette interdépendance planétaire. Et nous devons désormais penser le temps long dans nos actions immédiates, dans les États, les entreprises, dans nos sociétés. Je voudrais, en quelques minutes, tirer quelques leçons de l'expérience française, de la loi française, qui peut-être peuvent éclairer et permettre de faire une passerelle dans les controverses que j'ai vues naître depuis un an autour de ce projet de résolution, de ce projet de traité, de ce document zéro qui nous rassemble aujourd'hui. J'ai observé les controverses, les fragilités, et il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de laisser deux blocs s'opposer l'un à l'autre, avec trois attitudes qui sont toutes mortifères. La première, c'est de vouloir l'idéal à tout prix, quitte à en faire un combat éternel et sans issue. La deuxième, c'est d'être absent et de faire semblant de ne pas entendre. Et la troisième, c'est de faire semblant d'accompagner tout en faisant tout pour que ça n'avance pas. Je voudrais que, ici, une majorité, une unanimité se dégage pour que nous agissions pour de vrai. Et peut-être que sur les controverses qui établissent cette guerre des positions aujourd'hui, nous pourrons trouver un chemin de paix, un chemin de réconciliation, et peut-être que l'expérience française, qui s'est élaborée dans la controverse, qui s'est élaborée avec beaucoup de combats de la société civile, du Parlement, une implication du gouvernement qui a été tardive et une résistance très forte d'une partie des forces économiques peut nous éclairer. Elle peut nous éclairer tout d'abord en prenant une première leçon de l'expérience française que je voudrais vous transmettre. La première, c'est qu'il faut en rester aux principes élaborés par John Ruggie à la demande du secrétaire général des Nations Unies. Toute tentative de redéfinir le périmètre des droits qui nous rassemblent aujourd'hui, qui sortiraient de cette définition, affaiblirait notre combat.
c'est tous les droits humains tels que définis par John Ruggie pour l'ONU, et rien que cela. Deuxième élément, il me semble que ces déclarations, telles qu'elles ont été faites sous l'autorité de Kofi Annan, n'étaient pas seulement des propositions volontaristes, elles impliquaient forcément une mise en œuvre nationale et internationale que nous sommes en train d'élaborer. Nous ne sommes pas en rupture avec un projet qui faisait seulement appel à des principes de volontarisme. Nous sommes en train d'accomplir la promesse qui était celle des déclarations de l'ONU à cette époque. Et je voudrais qu'il n'y ait aucun doute sur ce fait. J'ai eu le bonheur et le privilège de passer quelques heures avec John Ruggie à Toronto, invité par le Parlement canadien, avec des ONG, et j'ai pu vérifier dans l'esprit et dans la lettre que l'élaboration des principes directeurs suppose des mises en œuvre nationales et internationales qui soient régulées et qui fassent l'objet du traité que nous élaborons aujourd'hui. La troisième leçon est que nos entreprises, la définition des entreprises fait polémique. Est-ce qu'on parle d'entreprises nationales, internationales, transnationales, des grandes sociétés, des petites sociétés? Le chemin français que nous avons retenu est celui d'un chemin progressif. Il s'agit d'abord que les plus grandes sociétés s'engagent, qu'elles soient nationales ou internationales. Et je le livre comme une voie de sortie. C'est plutôt l'activité ou la taille de l'entreprise que son statut juridique qui va importer en la matière. Et une progressivité de l'application du droit me paraît être une sagesse en la matière. Enfin, une controverse est née sur la nature des sous-traitants et sur l'autorité des donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants et des filiales. Nous avons dans le droit français trouvé un chemin raisonnable qui est le lien commercial établi, nous devrons le traduire dans d'autres termes, mais il crée clairement une emprise systémique sur les sous-traitants et les filiales et un pouvoir soit politique, soit économique avéré et une relation systémique. Voici les mesures de prudence, les petits pas que nous avons faits en France en élaborant notre loi, mais qui néanmoins placent notre loi à l'avant-garde de ce que nous recherchons collectivement ici. Enfin, et je voudrais terminer par ce point, la loi française ne commence pas par la sanction, elle ne commence même pas par la réparation des victimes, et pourtant c'est très important. Elle commence par le principe de prévention, Monsieur le Président. L'obligation qui est faite aux entreprises dont le siège est en France, quelle que soit l'origine de leurs propriétaires, est bien d'engager un processus de prévention pour éviter, prévenir avant même que de réparer, ce qui n'empêche pas de réparer. Mais c'est d'abord prévenir qui est mis en avant. Et je crois que l'innovation de la puissance publique au XXIe siècle, face aux risques sanitaires, aux risques environnementaux et aux atteintes aux droits humains, ça va être la prévention. Donc il y a une innovation en la machin. Je suis persuadé qu'il y a un chemin. Et je voudrais, pour finir, vous dire mon intime conviction. C'est que ce que nous bâtissons, c'est le principe même qu'il n'y a pas de justice sans vie et qu'il n'y aura pas de vie sans justice. Que notre combat, c'est finalement une extension du domaine de la démocratie à des domaines où elle est restée obscure jusqu'à présent. Ce n'est pas la fin de la mondialisation. C'est peut-être même la condition de la continuation d'une mondialisation. C'est un nouvel âge de la mondialisation fait de droits et de devoirs pour tous. L'entreprise et la puissance publique ne s'opposent pas, elles doivent s'harmoniser ensemble pour faire de la puissance privée une partie des solutions qui nous amèneront à bâtir une civilisation et à éviter la barbarie. Je suis persuadé que les citoyens, dans leur statut d'épargnants, de consommateurs et de législateurs, auront de plus en plus à cœur sur l'ensemble de la planète de favoriser ce type d'entreprise et d'assurer leur succès, si tant est qu'elles ne considèrent pas l'éthique comme un fanion en haut du mât, mais comme un gouvernail qui guide leur action. Je vous invite, chers amis, au courage, parce que nous avons une seule planète, mais nous avons aussi une seule vie. Et au-delà de nos intérêts égoïstes, de nos rétractations, nous avons à faire preuve aujourd'hui d'une même espérance, parce que le cri des pauvres est le cri de la terre. Muchísimas gracias, señor asambleísta.